peut-être à Sylvie Condette, depuis Lille, je te propose de nourrir comme tu le souhaites la thématique. Merci. Merci beaucoup, je suis aussi ravie de cette invitation et c'est vrai que les outils multimédia permettent d'être à distance tout en étant en proximité. Et ça, c'est vraiment tout à fait intéressant. C'est finalement un petit peu ce que l'on vit avec l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe nous paraît à la fois lointaine et tout à fait proche en même temps. C'est tout un paradoxe que de se dire que l'Europe, notamment l'Europe de l'éducation, elle est encore à construire. Alors je regardais quelques textes anciens, des années 80, qui déjà à ce moment-là mettaient l'accent sur l'Europe de l'éducation, la nécessité de mettre en avant, de développer une véritable Europe de l'éducation qui finalement soit éloignée, qui se différencie en tout cas et qui permette de nourrir davantage la notion même d'Europe, c'est-à-dire que ce soit une Europe plus à dimension humaine, plus pragmatique, et qui soit assez éloignée finalement de tout ce qu'on peut parfois reprocher à l'Europe comme étant finalement l'affaire des technocrates. Et donc à cette Europe, je dirais des initiés, c'est-à-dire de ces personnes voilà qui sont un peu dans l'entre-soi. Depuis les années 80, en fait, les mots d'ordre successifs, alors ça devient du coup des injonctions parfois aussi un peu technocratiques, mettent en avant une autre Europe à développer, une autre Europe à dimension humaine, où finalement chaque individu, quel que soit son contexte national, eh bien, va pouvoir développer sa propre citoyenneté locale, régionale, nationale, et aussi citoyenneté européenne, qui ne soit pas d'ailleurs en contradiction avec voilà ce changement d'échelle, si je puis dire. Et finalement, aujourd'hui, donc quelques 30 ou 40 années plus tard, eh bien, on se rend compte qu'on se pose encore ces questions-là. Ça signifie eh bien que c'est pas qu'on n'a pas avancé, c'est que la notion même d'Europe, elle est toujours en questionnement encore aujourd'hui. Et il me semble en tout cas, pour avoir participé à plusieurs projets européens, que l'éducation, c'est certainement une entrée extrêmement féconde pour pouvoir travailler l'Europe. On peut y entrer d'une manière politique, certains s'y essaient. On peut y entrer d'un point de vue économique, c'est sans doute intéressant d'un point de vue social, mais peut-être que la première entrée, peut-être à privilégier, c'est celle de l'éducation. Parce que par l'éducation, eh bien, on va d'abord s'adresser aux plus jeunes générations, et sans doute par ces jeunes générations, on va pouvoir peut-être impulser d'autres façons d'envisager la vie en commun. Et c'est vrai que les projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, donc en fait je réfléchissais, donc j'ai pu participer à 5 projets européens, dont un vraiment qui s'intitulait promouvoir une citoyenneté active en Europe. Donc ça rejoint ce que Magdalena disait à propos justement de l'expression des élèves. Et puis un autre projet aussi très en lien avec l'éducation à la citoyenneté, qui était dédié donc à l'éducation aux médias. L'idée étant d'entrer par les modes actuels de communication pour voir finalement comment dans différents pays les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs s'emparent des médias et qu'est-ce qu'ils en font. Est-ce qu'il est possible à partir de là de construire en commun sur un projet, non pas en abordant d'emblée la notion d'Europe, mais finalement en faisant comme des pas de côté pour aborder la question européenne à travers notamment la question des médias. On peut retrouver la même chose avec la question d'expression des élèves. C'est-à-dire qu'on n'entre pas d'emblée sur l'Europe qui peut faire peur, qui fait l'objet de vives critiques. Et on l'a encore vu pendant ce week-end d'élection, puisque c'était aussi au cœur des enjeux électoraux. On voit que à la fois, on est aussi, nous qui travaillons sur ces questions-là, en cohérence avec le projet européen, mais aussi parfois mal à l'aise pour en parler et pour le défendre. Parce que les arguments qui sont mis en avant, eh bien,
sont très éloignés d'éléments très, j'allais dire, du quotidien des Européens. Et finalement, on se rend compte que, tout à l'heure, Régis, tu parlais de la détériorisation, bon, je vais pas y arriver, l'absence de territorialisation, hein, ou cette perte de territorialisation que l'on rencontre à propos justement du citoyen. Le citoyen ne serait plus seulement le citoyen de son environnement immédiat, serait donc pas forcément le citoyen de son pays, serait plus le citoyen européen, serait peut-être le citoyen du monde. On l'entend, mais finalement on se rend compte que ça fait vraiment, ça appartient à un public d'initiés. Si on interroge des personnes vivant dans différents contextes nationaux, eh bien, ils ne se sentent pas du tout citoyens du monde. Très peu, en tout cas. Très peu. Je pense que l'accès à la culture, et c'est en lien avec l'éducation, l'accès à la culture, par le biais de l'éducation, va permettre cette ouverture. Et c'est très progressif. Et on le voit aussi, les personnes les plus réfractaires à l'idée d'Europe, hein, et on s'en rend compte en les interrogeant, eh bien, ont finalement soit très peu d'accès à la culture, soit ne se sentent pas concernés par la culture. Et n'ont pas cette ouverture, finalement, qui nous permet de prendre en compte la diversité et puis l'altérité. La question de l'altérité, c'est vrai qu'elle est au centre, finalement, de nos préoccupations, parce que c'est ce qui permet, eh bien, d'apprendre à connaître l'autre et d'apprendre aussi à le reconnaître. Et on voit qu'il y a beaucoup de progrès à réaliser de ce point de vue-là, parce que si on ne travaille pas sur ces questions-là, et notamment avec les plus jeunes générations, eh bien, on s'aperçoit que la notion d'Europe, elle est très diffuse, très, très vague, et elle ne fait plus sens pour les différentes personnes qui devraient pouvoir être concernées par l'Europe. Alors, finalement, je voudrais, à partir de là, revenir sur plusieurs points, sur la question justement de l'altérité, parce que finalement, l'altérité, c'est pas que le problème des autres. Pour avoir participé à 4 ou 5 projets européens, on s'est très vite rendu compte que la communication entre nous, entre les différents partenaires, n'allait pas de soi. Ça veut dire aussi qu'il y a tout un travail d'écoute, un travail de communication à réaliser pour finalement apprendre à comprendre l'autre, à entrer dans ces modes de pensée, dans ces modes de référence, et ça prend du temps, ça prend un petit peu de temps. Il faut le vouloir, bien sûr, mais en même temps, il y a une forme, j'allais dire, de socialisation, hein, qui dépasse les socialisations traditionnelles que l'on connaît. On a besoin de se socialiser avec d'autres cultures. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important que personnellement, j'ai pu expérimenter aussi, parce que même si nous sommes au départ volontaires pour participer à ce type de projet, on est tout à fait partant, acteur, et en même temps, on se rend compte très vite on peut atteindre un certain nombre de limites, à savoir la non-compréhension, et la non-compréhension qui crée des malentendus dans la communication, et la question linguistique bien sûr se pose, mais pas seulement. C'est aussi une question de référents culturels qui ne sont pas les mêmes, ou que l'on pense être les mêmes, sans avoir des formes de proximité, alors qu'en fait, on a vraiment besoin de les expliciter. Et l'explicitation, ça nous a beaucoup permis d'avancer sur la question du sens et la question du partage. Partage un certain nombre de points qui nous paraissaient assez évidents, mais qui ne l'étaient pas du tout en réalité. Donc ça, c'est le premier point, c'est la question donc de l'altérité. Le deuxième point sur lequel j'aimerais aussi porter la discussion, ça concerne la question des bonnes pratiques. Alors, c'est vrai que l'Europe de l'éducation essaie de promouvoir l'émergence, la reconnaissance de bonnes pratiques. Alors, c'est devenu d'ailleurs presque une injonction, et c'est assez compliqué d'ailleurs qu'est-ce qu'une bonne pratique, par rapport à quoi, par rapport à qui, à quel contexte. Est-ce que c'est une pratique finalement qui est assez lisse pour pouvoir être adaptée dans n'importe quel contexte, donc qui serait finalement déculturée, déshumanisée, enfin je sais pas.
ou alors est-ce que c'est plutôt une autre forme de pratique? Et là, c'est un petit peu ce qu'on a essayé avec les différents partenaires de mettre en avant. Finalement, plutôt que de parler de bonnes pratiques, ce serait plutôt de parler de pratiques à expérimenter. C'est-à-dire, l'idée, eh bien, c'est de se dire que dans d'autres contextes, on travaille différemment, et notamment sur des questions d'éducation. Alors, on avait cité tout à l'heure, et j'ai entendu la question de la violence, la question de l'inclusion scolaire, la question du handicap. Eh bien, ça peut être intéressant de regarder, d'observer, sans porter d'avis particulier, comment travaillent d'autres collègues, d'autres groupes, et à partir de là, essayer finalement de décontextualiser pour recontextualiser ensuite sur un autre territoire, et expérimenter pour voir finalement si ça peut avoir du sens, quel sens ça produit. Et cela permet à la fois, alors peut-être, mais c'est pas certain, est-ce que c'est vraiment le but que l'on recherche? Peut-être d'améliorer les pratiques locales, mais est-ce que c'est vraiment le but recherché? Je n'en suis pas sûre. En tout cas, ça permet de réfléchir à sa propre manière de travailler, de déconstruire finalement les dispositifs, par exemple, dans lesquels avec lesquels on a l'habitude de travailler, et ça nous permet finalement d'élargir un peu l'horizon. Et tout à l'heure, je parlais de culture, et finalement, on a aussi besoin d'enrichir nos pratiques par une plus grande culture de mise en partage de ce que font les autres. C'est tout à fait intéressant de pouvoir travailler ces dimensions-là. Alors, qu'est-ce que ça produit au final? Et ça, ce serait, pour être rapide, un petit peu les points conclusifs que j'aimerais mettre en débat avec vous. Ça produit des connaissances. Alors, des nouvelles connaissances, sans doute, ou revisiter des connaissances qui étaient à notre portée, à notre disposition, qui parfois étaient utilisées comme des allants de soi, parce que voilà, on a des référents culturels qui sont bien là, et on a aussi travaillé par exemple sur les symboles identitaires. On se rend compte que même si on peut en sourire, ils sont extrêmement présents dans chacun des contextes. Et le fait de pouvoir les partager, les discuter, eh bien, ça permet aussi de mettre à distance, de produire du coup des connaissances qui sont étayées par aussi les regards des autres collègues européens. C'est-à-dire qu'on peut travailler par exemple sur tel ou tel contexte local, et puis croiser les approches, croiser les regards, et travailler sur les possibles interprétations, compréhensions des dispositifs que l'on met en place. Ça permet aussi de travailler sur la question notamment de la notion de comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire comparer? Et là, je m'adresse aussi à Régis, puisqu'il avait notamment travaillé ce concept tout à fait spécifique, à la fois, et là je reprends ses propos, une pratique ordinaire, finalement tout le monde, on compare tous les jours, on est amené à le faire, et en même temps, ça peut être aussi une pratique étayée, construite, qui va permettre d'analyser, qui va permettre aussi de déconstruire pour mieux reconstruire, ou pour construire en tout cas une autre réalité. Donc ça, c'est pour la question des connaissances. On voit aussi qu'à travers cette promotion finalement de l'Europe, notamment l'Europe de l'éducation, eh bien, ça nous permet de travailler sur, de manière un peu large, les compétences sociales. Alors voilà, ça fait partie d'ailleurs des compétences clés de mise en avant par l'Europe, mais dans ces compétences sociales, on y retrouve finalement à la fois de la communication, des formes de communication, et aussi des formes d'expression. Et là, ça rejoint ce qui a été mis en avant sur l'expression des élèves, l'expression démocratique. Et on se rend compte aussi, finalement, qu'à travers la notion d'expression, c'est pas parce qu'on peut parler, d'ailleurs, que l'on s'exprime. Et on se rend compte aussi qu'il existe, et ça, Habermas l'a bien mis en avant, des déficits démocratiques. Les déficits démocratiques, et notamment, on l'a vu dans le processus d'intégration européenne, on voit que ce qu'il essaie donc de promouvoir de son côté, et on s'en est aussi saisi, c'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'à partir de là, il manque l'existence d'une sphère publique qui intègre des vraies procédures, des nouvelles procédures démocratiques. Et ce qui est tout à fait intéressant, et on le voit notamment en Europe, mais pas seulement,
eh bien, il y a des phénomènes, des lames de fond un peu qu'on a pu remarquer, notamment en termes d'organisations citoyennes, des organisations parallèles qui ne sont plus liées véritablement aux politiques, mais qui naissent notamment par le biais de l'Internet, hein, par les réseaux sociaux. Et il y a une autre parole, une autre forme d'expression eh bien, qui est en train d'émerger depuis quelques années et qui s'organise et qui transcende complètement, j'allais dire, la question des territoires puisqu'elle dépasse largement les frontières de tel ou tel pays. Et d'ailleurs de telle ou telle langue aussi, puisque on s'est rendu compte que certains mouvements qui ont pu naître, par exemple en Espagne, se sont extrêmement vite déplacés dans d'autres pays. Alors, ça c'est sur l'expression. On voit aussi qu'il y a toute une démarche à travers donc l'Europe de l'éducation, une démarche éthique. Alors ça a été mis en avant aussi, ça a été dit, et je voudrais aussi insister sur ce point. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte de travailler ensemble, eh bien, quel cadre éthique, eh bien, finalement, souhaite-t-on inventer ou réinventer? Quelles sont les valeurs communes que l'on défend? Et là, on voit que les mouvements, par exemple, qui ne sont plus forcément liés à la citoyenneté, mais qui traitent, on va dire, par exemple, des droits de l'homme, des droits humains, hein, eh bien, là aussi, ce sont des mouvements, des réseaux, notamment, qui sont mondiaux et qui vont bien au-delà, on va dire, d'ailleurs de l'Europe. Donc, on est sur, finalement, à travers ça, qu'est-ce qui nous relie, quel est le socle, finalement, des valeurs sur lequel, en fait, chaque individu, chaque être humain peut se reposer. Avec, bien sûr, toujours des droits et des obligations qui peuvent varier d'un contexte à l'autre, mais au-delà de cela, eh bien, c'est la question finalement des valeurs sur lesquelles eh bien, on essaye de faire avancer notre humanité. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup, Sylvie.